tu veux, sur les structurés, c'est pas rare de se retrouver avec des performances qui sont à 6 ou 7 par an. Au bout de 3-4 ans, en général, ça se dénoue. C'est pas un investissement que tu fais sur un an quand tu as besoin du capital. Enfin, moi, je le déconseille, c'est pas fait pour ça. Au lieu de te verser des intérêts, on va les placer, tes intérêts. En gros, c'est ça l'idée. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. La première fois que j'ai entendu parler des produits structurés, c'était en 2010. Je venais d'intégrer Moody's à Londres et on ne parlait que des RMBS et des CMBS, ces produits obligataires basés sur les crédits immobiliers de ménages surendettés qui ont explosé en vol avec la crise des subprimes. Quelques semaines avant leur défaut, Moody's, comme les autres agences de notation d'ailleurs, notait encore ces obligations AAA, donc extrêmement solides, ne comprenant visiblement pas grand-chose à ce qui se passait à l'intérieur du produit qu'ils notaient. Si tu as vu le film The Big Short, d'ailleurs, tu connais l'histoire. Une erreur de jugement qui a atteint la réputation de Moody's et a causé un traumatisme véritable à l'intérieur de l'organisation. Je me souviens encore des railleries des collègues banquiers de la City qui disaient « Ah bah bravo Moody's pour la clairvoyance sur les subprimes » et une profonde réorganisation des services avec la fermeture de plusieurs services notamment. Bref, autant te dire que j'avais un a priori assez négatif sur les produits structurés de base. Pourtant, plus de 10 ans après, force est de constater que les structurés sont de retour dans les portefeuilles des épargnants et offrent des résultats intéressants tant pour booster les performances que pour contrôler son risque. Pour mieux comprendre ces produits, j'ai le plaisir d'accueillir Gabriel Houter sur le podcast cette semaine. Gabriel est gérant associé chez Culture Patrimoine, un cabinet de gestion de patrimoine. Il donne également des cours sur le thème des produits structurés à l'université Paris-Dauphine. Au cours de la conversation, on verra comment sont construits les produits structurés, comment ils fonctionnent, quels sont les niveaux de rendement, les contreparties et les risques à attendre sur ces produits, pourquoi acheter un produit structuré plutôt qu'une obligation en direct, pour quel type d'investisseur ce produit s'adresse-t-il en particulier et pour quelle stratégie, sur quoi faut-il être vigilant, quels sont les frais également qui sont exposés. Un épisode qui t'amènera un outil supplémentaire dans ta panoplie d'investisseurs et te permettra une conversation mieux informée la prochaine fois que ton conseiller viendra t'appeler pour te parler de ces produits. Avant de démarrer, je te rappelle que tu peux donner de la force à ce podcast si tu l'apprécies en le partageant auprès de ton entourage et en lui attribuant une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et si tu veux être sûr de ne rien rater à l'actualité du podcast, je te conseille aussi vivement de t'inscrire à la newsletter hebdo du samedi matin en suivant le lien investisseur avec un s40.com/nl comme newsletter. Allez, sur ce, on part à la conquête des produits structurés avec Gabriel. C'est parti. Salut Gabriel, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Bonjour Paco, comment vas-tu ? Très bien, très bien. Content qu'on puisse se parler finalement. Après quelques petits déboires techniques, on arrive à se retrouver derrière deux micros, c'est ce qui est quand même fantastique. C'est ça, pour une meilleure qualité de son. Exactement, pour la qualité de son des auditeurs, donc c'est pour la bonne cause. Écoute, on va parler d'un sujet un peu ardu, donc c'est un peu le challenge qui nous mène pour aujourd'hui dans notre conversation. Ça va être d'essayer de clarifier, d'être assez pédagogue. Je sais que tu vas mettre tout en œuvre pour ça sur le sujet des produits structurés. Est-ce que en préambule, tu pourrais te présenter pour les gens qui te connaissent pas encore ? Ouais, alors Gabriel Houters, moi ça fait 11 ans que j'ai rejoint Culture Patrimoine et donc je suis co-gérant associé dans cette boîte et nous notre boulot c'est d'accompagner nos clients autant sur les sujets juridiques. Donc ça va de la fiscalité jusqu'à la retraite, soit pour des nationaux ou des internationaux, que le sujet d'investissement, donc immobilier, financier. De trouver la bonne offre qui correspond à la personne et de trouver les bons investissements en les décortiquant bien, qu'il n'y ait pas de surprise et que ça corresponde quoi aux objectifs. En fait, dans l'univers des CGP aujourd'hui en France, vous vous situez où par rapport à l'offre, par rapport à la clientèle ? C'est quoi votre credo ? Nous, on est plutôt sur une offre un peu de type multifamily office, c'est-à-dire qu'on va pas uniquement distribuer des investissements, on va pas être juste courtier en investissement, et on va leur proposer toute une offre de services juridiques d'accompagnement à côté. Et après, en type de clientèle, nous, on a un peu de tout. On a des gens qui ont soit pas le temps, soit pas l'envie, soit pas les compétences, soit parfois les trois, de s'occuper de leur patrimoine. Et du coup, ils nous sollicitent pour qu'on les aide dessus. Mais ça, c'est à peu près, enfin, c'est quand même
la grande majorité des cabinets aujourd'hui en France, j'imagine. Vous avez une spécificité en particulier, un truc un peu de domaine où vous êtes référencé comme étant ceux qui ou pas du tout? Si, on a un gros différenciant. Enfin, on n'a pas un domaine. Si c'est un domaine juridique en particulier, je dirais qu'on est compétent sur plein de sujets. Retraite, fiscalité internationale, notamment sur les impacts, sont des sujets un peu touchy, mais on fait de la cession d'entreprise, du pacte du trade. Et après, notre différenciant, je pense par rapport à la plupart des cabinets, c'est qu'on limite vraiment le nombre de clients par conseiller. Si tu veux, chez nous, un conseiller, on va être en binôme, et en binôme, on va en avoir 50. Donc, tu vois, c'est 50 personnes, t'as le temps de les gérer, tu vois. Ils ont ton portable, ils t'appellent, il y a pas de sujet, c'est très fluide. Et ça va être après à côté aussi la haute technicité. C'est-à-dire qu'on va vraiment, avant d'aller sur le sujet de l'investissement, on va vraiment regarder la situation à date et on va voir vraiment quels sont tous les leviers juridiques, fiscaux. Il y a pas que fiscal, parce que le fiscal, c'est un moyen pour atteindre ses objectifs, moyen important. Le social, ça c'est souvent un truc qui est oublié, les cotisations sociales, comment on peut les gérer, comment on peut faire que tout ça en fait s'imbrique. Moi j'aime bien cette image. Si tu veux, c'est comme quand tu joues au piano. Si tu appuies sur une touche au hasard comme ça sur ton clavier, ça fait quelque chose. Si en revanche tu arrives à mixer plusieurs touches en même temps, ça fait un accord et c'est là que t'as le plus beau son. Et nous notre objectif c'est ça, c'est pas de se dire je fais un coup là-dessus et en fait c'est un impact autre part que j'ai pas vu. Et c'est de se dire voilà, au global, on va essayer d'avoir l'ensemble des leviers qui vont agir ensemble pour avoir un plus gros levier à la fin. Je sais pas si je suis clair ou tu peux me dire si ça te parle pas. Si, je comprends. Ouais, vraiment, donc plus dans l'intégralité de l'offre et de l'accompagnement. Ouais. C'est quel ticket d'entrée ou du moins ou portefeuille moyen ou vous êtes sur les ultra high worth ou c'est quoi votre? On n'a pas de ticket puisqu'en fait comme nous on va facturer des honoraires de conseil. Tu vois, on va séparer en fait le conseil de l'investissement. Nous, on considère, et c'est notre vision, que tu vois, pour avoir un conseil de qualité, s'il est compris dans l'investissement, ça oriente un peu le conseil. Donc nous, on va séparer les deux et on va dire voilà, pour le conseil juridique, c'est ça, et l'investissement, il est traité à côté. Et toi, comment dans cet univers-là, enfin toi, ton parcours, comment tu en es arrivé là en fait à te spécialiser déjà conseiller en gestion de patrimoine et puis après sur les produits structurés, comment tu en es venu là? Alors moi, à l'origine, quand j'étais tout petit, je voulais faire notaire. Donc j'ai commencé des études de droit et en fait, en faisant du droit, je me suis aperçu qu'il y avait plein de sujets qui étaient hyper intéressants et qui étaient plus larges et qui étaient plus dans la gestion de patrimoine, plus large que dans le sujet de notaire ou de notariat où ça va traiter d'autres choses. Et donc je me suis orienté après sur les études de droit, plutôt droit fiscal, droit des sociétés. Je me suis spécialisé sur ça. Ensuite, j'ai commencé à travailler, j'ai rejoint Culture Patrimoine et nous très vite en fait dans un contexte où t'avais des taux qui étaient bas, donc t'avais plus assez de rentabilité sur les marchés, on va dire t'avais beaucoup de volatilité, beaucoup de risques et t'avais pas forcément la renta qui était là par rapport au risque. On s'est dit comment on peut faire et puis à l'époque c'était un peu les structurés ça existait, avant il y avait autre chose mais c'était pas encore hyper à la mode. Et donc on a découvert ça et puis on a commencé à bosser le sujet. Il y a à peu près 3-4 ans, Dauphine est venu me demander d'écrire un chapitre dessus dans leur livre qui est top, qui est bien fait, qui est globalement qui reprend des chapitres qui sont écrits par tous les grands professionnels de la gestion de patrimoine sur tous les sujets de la gestion de patrimoine. Je vais pas faire leur pub mais et du coup j'ai commencé à faire le sujet moi déstructuré que je remets à jour chaque année. Je vous reconnais que c'est un sujet que personne voulait trop prendre parce que c'était un peu complexe et voilà et avec le temps j'ai décortiqué, je me suis renseigné, j'ai lu, j'ai échangé avec les différents professionnels du secteur pour réussir un peu à avoir ce sujet qui a l'air très compliqué, pouvoir le traduire et l'expliquer à mes clients parce que nous on trouve que c'est hyper important en fait quand on fait quelque chose de le comprendre. Peu importe ce qu'on fait, et c'est peut-être un peu, mais moi je dis, quand on fait quelque chose qu'on ne comprend pas, vaut mieux pas le faire. C'était Rockefeller qui disait ça. Si vous comprenez pas, faites pas. Il a pas dit exactement comme ça, et probablement pas en français. Ouais, c'est sûr. Et pour les gens qui connaissent pas, donc Paris Panthéon-Assas, c'est ça, Paris 2, Dauphine, l'université. Ouais, c'était Dauphine. Du coup, c'est là où j'ai écrit mon chapitre avec eux que j'ai écrit mon chapitre sur les structurés en collaboration. C'est un livre qui propose du coup, qu'ils enseignent, qui propose aux gens aux étudiants dans ce cursus-là, c'est ça? Alors c'est même un livre qui a une vocation plus large parce qu'il a la vocation de s'adresser à tout le monde, étudiants, enseignants et tout le monde quoi, qui dame.
Et du coup, vraiment dans la ligne éditoriale, il faut que ça puisse être utilisé, lu et compris par tout le monde. Et c'est vraiment ça le challenge qu'on a eu, de faire quelque chose de compréhensible et en même temps d'ultra technique. Ouais, mais ça adresse du coup, c'est vendu à la Fnac, tout ça, c'est pour un grand public ou est-ce que c'est c'est vendu à tout le monde, c'est vendu au grand public, ouais. Et on doit être à la troisième édition, je pense. Cool. Donc ça marche. Les produits structurés en tant que tels dans le paysage français, est-ce que tu peux nous donner aussi l'évolution quand ça a vraiment commencé? Parce que tu parlais de l'époque d'une volatilité haute et des taux bas, donc du coup ça date depuis ce moment-là, donc on parle de 2009, 2010 quoi, c'est ça? Ouais, c'est vraiment là que ça a commencé à prendre son essor. Avant, il y avait d'autres choses qui existaient, qui étaient les dérivés, mais honnêtement, on va pas trop, enfin ça existe toujours, mais on va pas trop en parler parce que c'est quand même nettement différent. Et en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que les taux ayant baissé de plus en plus, les rentas baissant de plus en plus, les institutionnels et les financières pouvaient plus vraiment suffisamment garantir le risque et se protéger derrière. Donc, ce qu'ils se sont dit, c'est en fait, on va faire simple, on va faire un mix entre des obligations et des options d'achat et de vente sur les marchés pour pouvoir avoir un peu on va dire, le meilleur des deux mondes, entre guillemets, qui est le côté, c'est une obligation, donc j'ai une garantie sur le capital si ça fait pas faillite. Donc d'ailleurs, on va supprimer ce mot garantie, on va dire si la boîte fait pas faillite, elle me rembourse. Et d'un autre côté, je vais utiliser une partie pour aller chercher des options d'achat et de vente sur les marchés pour pouvoir capter une partie de la performance du marché. Ouais. Non, mais c'est ça, je pense qui va être intéressant aussi d'explorer en fait dans les mécanismes, voir comment ça fonctionne et puis comment du coup ça peut être intéressant dans un patrimoine pour faire de la performance, diversifier, se protéger. Tu nous rappelles là, du coup le grand mécanisme des produits structurés dans les grandes lignes si tu veux commencer par là ou si tu veux. On va commencer par là. Alors, il faut déjà savoir que en fait produits structurés ça veut un peu tout et rien dire parce qu'en fait ça veut dire que je mélange plusieurs types de produits financiers. Donc voilà. Globalement, ce qui existe sur le marché, il en existe deux grands types. Il y en a un premier, ça va être un type obligataire. En fait, c'est plutôt que d'acheter des obligations. Donc les obligations, c'est de la dette d'entreprise. Je vais acheter en gros l'assurance de la dette qui va mieux payer. Ok, ce premier type, il est assez simple à comprendre. Après, il est un peu complexifié. Et il y a un deuxième type qui est assez intéressant, qui est par exemple, moi, Gabriel, je vais acheter de la dette d'une banque. Mais je vais acheter de la dette d'une banque qui ne me rémunère pas. Donc imaginons que normalement, la banque, elle te rémunérait 5% par an. Je vais dire, moi, j'accepte de pas du tout être rémunéré. En revanche, au lieu de toucher 5% par an pendant 5 ans, je vais acheter 75% du prix. Donc la banque, elle va recevoir 100, elle va utiliser 75 pour acheter, elle va utiliser 75 en gros d'obligations, et elle va garder les 25 pour acheter des options d'achat et de vente sur les marchés. Ce qui fait que moi, en tant qu'investisseur, s'il se passe rien, s'il y a aucune des options qui fonctionne, ça fait sa vie et à la fin, j'ai mes 100 qui me sont remboursés puisque j'ai mis 75 plus 25, donc je vais récupérer ma mise de départ et les 25 sont mis en option et si à l'inverse ça fonctionne, qu'est-ce qui va se passer? Mes options vont fonctionner, ça va me produire de la rentabilité et du coup, je vais avoir de la rentabilité en plus sur mon investissement par rapport à ce que j'aurais eu d'habitude. Donc ça me permet de donner un mécanisme qui dit en fait, je vais prêter à une banque. Comme ça, je récupère ma mise s'il n'y a pas de souci, évidemment, sur la banque, mais ça, on est sur un autre sujet. Donc, je protège ma mise de départ et je vais utiliser ce petit gain que j'ai là de 25 pour aller acheter des options, pour aller jouer en fait un peu le marché, quoi. Ça, c'est un deuxième type, tu dirais, de structurer. Le premier étant simplement la garantie d'être payé, quoi. C'est ça. Le premier, c'est d'acheter en gros de l'assurance d'obligation. Donc en fait, ça va fonctionner globalement comme une obligation. Donc on appelle ça des structurés obligataires. Et le deuxième, ça va être des obligations dont on va utiliser en fait en gros les intérêts pour acheter des options d'achat, de vente. Et ça, on va appeler ça du coup des structurés actions. Ça marche. Dans les deux cas, tu me confirmes que le produit se présente quand même comme une sorte d'obligation avec des coupons et un remboursement à la fin. C'est un titre de créance dans les deux cas.
Tout à fait, ouais, tout à fait, c'est cette logique-là. Donc, t'es soumis à quoi comme risque? Le risque du défaut de la banque qui a créé l'investissement. Ah oui. Ce qui d'ailleurs rentre dans le mécanisme. Hein. Plus la banque est en mauvaise santé, plus elle emprunte à un taux élevé, plus du coup elle va avoir d'intérêt pour acheter des options. Je sais pas si tu vois le. Donc ça se regarde aussi. Donc il y a faut toujours faire attention un peu à ça. C'est bien beau d'avoir plus de rentabilité, mais c'est à quel prix à chaque fois? Et après, du coup, effectivement, titre de créance, remboursement à la fin, en l'absence de défaut, et ça permet d'aller jouer un peu le marché. Ça marche. Ouais, parce que, enfin, on en verra dans les risques, mais enfin moi, là comme ça, ce qui ressort tout de suite quand tu dis ça, c'est qu'en fait, en termes de contrepartie, on va dire ou d'éléments qui pourraient influer sur ma capacité à être remboursé, il y a le sous-jacent et il y a aussi l'émetteur du coup et ce qu'il va faire, parce que c'est vraiment il fait ce qu'il veut avec les 25% là dans le cas que tu présentes. Alors, ouais. il fait. Alors oui, du coup, tu as deux sujets qui est l'émetteur. Et ça, tu as tout bien compris, c'est la banque. Et tu as un deuxième sujet, tu l'as dit, c'est le sous-jacent. Et en gros, est-ce qu'il fait ce qu'il veut? Non, parce qu'en fait, lui, quand il va créer cet investissement, il va prévenir. Il va dire, je vais acheter des options d'achat et de vente en général, c'est des indices sur le CAC 40, sur l'Eurostoxx 50. Donc, il peut pas acheter les options d'achat et de vente sur ce qu'il veut. Tu vois? Il est obligé d'aller sur ce sur quoi il s'est engagé pour structurer son investissement à la fin. D'accord, parce que tu disais juste avant que la santé financière de l'émetteur avait une influence dans le sens où si elle est en plus mauvaise santé, elle a tendance à prendre plus de risques, mais ça sera sur le même sous-jacent. Ça, c'est peut-être à prendre plus de... C'est ça. Mais là où tu as raison, c'est que du coup, il y a deux sous-jacents à regarder quand tu fais un structuré. Ton risque, il est porté par la banque qui structure. Alors, en règle générale, les banques qui structurent, c'est des grosses boutiques. Tu retrouves pas des petites banques. C'est des très grosses boutiques. Donc bon, s'il se passe quelque chose, il peut y avoir un gros impact. Je pense notre problème sera plus le paiement des coupons. Si on a une grosse banque qui fait défaut, on aura d'autres soucis. Et le deuxième sujet, c'est le sous-jacent, puisqu'en fait, si ça fait pas de performance le sous-jacent, tu vas récupérer ta mise de départ. Super, mais bon, c'est pour proposer des investissements, on gagne rien. Il y en a d'autres. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de regarder le sous-jacent. Et pareil, là, il y a plein de petites choses à regarder parce que c'est pas la même chose si le sous-jacent c'est l'indice du CAC 40 ou si le sous-jacent c'est des sociétés qui sont plus volatiles en termes de valeur ou même l'inverse, qui sont pas du tout volatiles et qui bougent pas. Et là, du coup, tes options d'achat elles servent à rien, parce que si ta valeur de boîte elle bouge pas, tu vas pas aller chercher de la perf là-dessus. Très souvent, hein, les sous-jacents, c'est des indices. Tu vas retrouver CAC 40, Eurostoxx 50. Après, tu vas retrouver des variantes de ces indices. Donc, tu vas avoir le CAC 40 orienté plutôt ESG. Tu vas avoir l'Eurostoxx 50 orienté ESG. Et après, tu as des mécanismes dedans qui vont décoter la valeur du sous-jacent. Enfin, tu as plein de petites joyeuseries qui peuvent se rajouter et auxquelles il faut faire hyper attention, parce que sur le papier on peut te dire tiens, ton sous-jacent c'est le CAC 40, donc t'es parti sur un investissement de 5 ou 10 ans, et là après quand tu regardes le détail tu fais ah oui mais attendez, en fait il y a 5% par an qui est enlevé pour représenter les dividendes qui sont versés, en fait il y a une dégressivité, en fait il y a je sais pas quoi, et du coup les structurés, t'as le haut de la page, mais faut regarder les petites lignes, parce que les petites lignes ça peut vraiment tout changer, et parfois les petites lignes elles sont intéressantes à faire en fonction du contexte de marché. Moi si je dois faire un structuré avec des options d'achat et que le marché il est hyper bas, à la limite j'ai bien envie d'avoir un indice qui a des décotes, parce que comme ça il va y avoir plus de rentabilité puisque le sous-jacent est plus risqué. En fait, le sous-jacent, donc tu as la banque. Bon, la banque, elle, tu la sélectionnes. Enfin, bon, en général, c'est pas trop un sujet. Faut regarder un peu. Et après, tu as le sous-jacent. Tu as ce sur quoi on va asseoir sa performance. Et en fait, là, tu vas retrouver la même logique, je dirais, que sur un marché classique. C'est-à-dire, si je te dis, est-ce qu'il faut acheter des actions quand le marché est très haut? Tu vas me dire, a priori, plutôt non. Si je te dis, est-ce qu'il faut acheter des actions quand le marché est très bas?
Tu vas me dire a priori plutôt oui. Si je te dis, après du coup je vais amplifier, je dis, si j'achète une action qui chaque année a une décote de 5%, c'est comme ça, c'est inscrit. Est-ce qu'il vaut mieux l'acheter quand le marché est haut ou quand le marché est très bas? Et il vaut mieux l'acheter quand le marché est très bas parce que tu as plus de chances qu'elle rebondisse en fait. D'accord, oui je vois. À l'inverse, si tu l'achètes quand le marché est très haut, bah tu vas probablement un peu baisser. Après, boum, tu vas prendre les 5%. Après, elle va remonter, mais elle aura pris une baisse du marché, moins 5. Donc tu vois, c'est compliqué après pour cette action de revenir au niveau où à l'origine, tu as assis tes options d'achat. Ouais. En fait, tu marques un petit peu dans le marbre. En tout cas, tu figes le prix au démarrage du contrat. Ouais. Et plus on est dans une phase de marché basse, plus a priori le prix d'achat il va être bas et du coup, même voilà, ça va. T'as tout compris. Tu viens d'ajouter un point qui est hyper important en fait, c'est que quand tu vas faire un structuré avec tes deux sous-jacents, bon. Donc le sous-jacent, bon, on va pas revenir dessus. Le sous-jacent qui va te donner la performance, en fait, comme au moment où tu vas le faire, c'est à ce moment-là qu'on va acheter les options. Et ben du coup, on va utiliser comme moment de valeur de l'action le moment où on fait l'achat des options. Donc c'est ce moment-là qui va compter. Ouais, ça c'est les deux événements importants dans le. Mais je crois d'ailleurs il y a des termes, mais je les ai pas trop retenus. Il y a la réalisation de la condition et puis il y a la date du contrat, du début de contrat quoi. Bah je vais te donner un exemple tout simple qui va parler, je pense à tout le monde. Tu vois, en pleine crise du Covid, les marchés ont légèrement baissé. Et donc là, nous on s'est dit, ok, les marchés ont chuté de 30, 40, ça va être ça l'ordre d'idée. Et donc, on allait voir nos clients, on les a appelés, on leur a dit, écoute, ce qu'on vous propose maintenant, c'est d'acheter des structurés avec, du coup, le sous-jacent banque, on avait pris des grosses banques là, parce qu'il fallait un peu rassurer quand même, pour éviter qu'elles fassent défaut, et le sous-jacent derrière, on a dit, on va faire très simple. On va prendre le CAC 40. Le CAC 40, il a énormément baissé. Il a pris moins 40, bon, moins 30, je sais plus. Soit il continue de baisser, et si la banque fait pas défaut, ben, au final, on aura récupéré notre mise. Soit à l'inverse, comme on est très bas, ça remonte. Et en fait, comme la valeur, quand tu fais l'investissement, ben, elle est figée au moment de la valeur du CAC, au moment où tu fais l'investissement, ben, on s'est retrouvé à figer des valeurs du CAC hyper basses. Et du coup, ben, l'année d'après, c'était débouclé, c'était fini, on récupérait sa somme et les gens ont fait des super perfs là-dessus. Sur cet exemple très précis, quelle serait la différence entre tout simplement au moment où le marché chute, d'acheter tout simplement en direct le titre à ce moment-là et en se disant laisser courir ou faire des paliers pour les reventes qu'on peut faire même qu'on peut internaliser quoi. Ça c'est une bonne question. Bah, là la différence en fait c'est de se dire si ça remonte pas vraiment, si ça continue de baisser, si le marché reste morose, en fait j'ai mon obligation qui va être remboursée à la fin. Donc sur mes 100, tu vois K1, je mets 100 que en action. Imaginons que ça continue de baisser, mes 100 ils vont diminuer. K2, je fais un structuré avec mes 100, le marché baisse, il faut qu'à la fin, en plus le marché obligataire, même plus que le marché obligataire, hein, la banque qui a fait le structuré fasse un défaut de paiement quoi. Ouais, donc c'est cette fameuse garantie en fait que tu payes entre guillemets par une performance peut-être si là dans ton exemple on surperforme en fait après tu auras un peu moins de gains si tu es sous un structuré, mais en revanche si on fait moins 20% par rapport je dis n'importe quoi, d'accord, mais moins 20% par rapport au moment où on a souscrit le contrat, en fait, on peut récupérer pas juste 80%, mais 100% de ce qu'on a mis, quoi. C'est ça. Et après sur les perfs, c'est un bon point parce que si tu veux sur les structurés, c'est pas rare de se retrouver avec des performances qui sont à 6 ou 7 par an. En fait, c'est le coupon qui est indiqué. Et en fait, tu dis 6 ou 7 pour après derrière avoir la garantie partielle, on va dire, de l'obligation bancaire, c'est pas moche, quoi. Et en plus, là, on parle dans un contexte où les marchés ont pris un moins 30, honnêtement, la question, elle se pose, de se dire, je vais plutôt faire des actions, tu vois. Mais dans un contexte où ton marché, il est flat, il se passe pas vraiment grand chose, tu te dis, j'y vais, c'est pas sûr que mes actions fassent un 6-7, tu vois. Et donc du coup, tu arrives à te retrouver avec des performances qui sont même parfois supérieures à ce que tu vas retrouver sur du marché action, quoi.
On peut justement retravailler juste la question du rendement qui est affiché pour voir à quoi il correspond exactement, parce que je pense notamment à un produit que j'ai entendu parler d'autocall en fait, qui peut faire que quand la condition au bout d'une année seulement sur un contrat de 10 ans, au bout d'une année la condition se remplit, je suis appelé, enfin en gros le contrat se termine, on plie les goals et je récupère mon capital, mais ce qui peut être bien parce que je récupère plus le coupon. Par contre, moi si j'avais voulu dans mon prévisionnel avoir des coupons qui courent au cours de ces 10 années, je peux aussi considérer que c'est pas forcément une réussite ce genre de truc. Donc tu vois, comment regarder un rendement fixé à l'avance contractuellement dans ce contexte-là? Et c'est là où il y a les petites lignes qui rentrent en jeu. Parce qu'en fait, et merci pour cet exemple, parce qu'en fait, comme son nom l'indique, c'est produit structuré, et en fait, tu peux avoir beaucoup de formules différentes. C'est-à-dire que tu peux même avoir des structurés qui vont te dire, on va verser les coupons, même s'il n'y a pas de réalisation de marché même si le sous-jacent il monte pas. Tu peux avoir des coupons qui vont être versés jusqu'à une certaine baisse par rapport à la valeur de référence. Donc en fait, et là, tu vois, c'est vraiment chaque structuré quasiment, alors même si tu retrouves parfois des lignes un peu directrices, mais sur le principe, chaque structuré peut avoir des fonctionnements différents sur les conditions de versement du coupon. Est-ce que c'est tout à la fin quand ça se dénoue? Est-ce que c'est au fil de l'eau? Est-ce que c'est au fil de l'eau dans la limite d'une certaine baisse, et ainsi de suite? Et en fait, là, tu retrouves un peu les mécanismes classiques du marché. C'est que plus tu vas avoir un truc protecteur, moins ta rentabilité va être élevée. Plus tu vas avoir moins tu vas avoir quelque chose de protecteur, plus c'est l'inverse. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, avec un structuré, tu peux le composer en fonction de n'importe quelle situation et besoin. C'est vraiment tailor-made comme on dit, quoi. C'est ça. Moi, honnêtement, j'ai réussi en janvier. On a eu des structurés obligataires qui sortaient des coupons réguliers par an de 9% par an. Enfin, c'était 9% par an, et le sous-jacent, c'était les 125 plus grosses boîtes, les 125 boîtes les mieux notées, de l'Union européenne. Bon, comment te dire que t'es relativement confortable sur ça. Alors il y avait des petites conditions derrière qui se rajoutaient, mais ça c'était quand même un gros sujet. Et ça peut, et sur le même type d'investissement, 2 ans avant, j'étais à 2 ou 3%, parce que taux d'intérêt, marché, enfin comme tout a énormément changé dernièrement, forcément ça impacte les conditions, parce qu'en fait, comme tu l'as bien compris, il y a 2 sous-jacents, il y a l'obligation et le côté action. Mais en fait, tout ce qui va influencer ces 2 marchés, alors évidemment c'est toujours un peu connexe, tu vas le ressentir sur la rentabilité de ton structuré, et en fait tu vas le faire en fonction de ça. C'est-à-dire qu'il faut pas forcément se dire c'est pas les bonnes conditions. Non, c'est juste qu'en fonction des conditions, tu vas le faire différemment, tu vas mettre les protections à un autre endroit, et du coup, ça va vraiment, comme tu le disais, être du sur-mesure par rapport aux besoins. Pour revenir juste à ma question avant, quand on voit un rendement affiché fixe de 7%, avec un gros astérix, je sais bien, mais est-ce que c'est classiquement, quand c'est affiché comme ça, c'est pendant toute la durée du contrat si ça arrive à échéance, ou la norme c'est plutôt de dire en moyenne sur ce qui a été constaté? C'est quoi ce qui fait foi, enfin ce qui fait référence? Alors la norme en général, mais c'est un général qui est pas gros, hein. C'est plutôt du 50%, tu vois. Donc il y a quand même vraiment beaucoup de diversité. En général, ça va plutôt être un coupon de 7% par an, si je reprends ton chiffre, qui vont tomber à la fin si les conditions de marché se réalisent correctement et que tu peux utiliser tes options. En général, c'est ça. C'est plutôt ça, plutôt que verser au fil de l'eau. Mais t'en as des versés au fil de l'eau régulièrement, quoi. C'est pas rare. Donc ça serait le coupon annuel en prenant pour hypothèse qu'il t'ait appelé dès la première année, quoi. C'est ça. Alors que si dès la première année, t'as acheté je vais garder l'exemple du CAC parce que ça parle bien. Si dès ma première année j'ai acheté, j'ai fait le CAC, l'année d'après le CAC il est plus haut que l'année d'avant, boum ça se dénoue, boum je retouche mon capital que j'avais mis à l'origine, mais sans plus les coupons qu'ils avaient indiqués à l'origine. Ok, donc tu suis stricto sensu ce qui est écrit sur la première page du truc, quoi. Tu récupères tes 100 et tes 7%. C'est ça. Et après c'est là où il faut regarder imaginons que ça se dénoue pas la première année, bon bah du coup ça continue. Deuxième année, le CAC il est toujours en dessous par rapport à la valeur, ok. Troisième année, il est au-dessus. Et ben là, boum, je touche mes 3 années plus mes 100.
3 coupons comme si, ouais, d'accord. Comme si comme si la condition avait été réalisée la première année. C'est ça. Ouais, donc c'est là où, tu vois, il peut y avoir un intérêt à ce que tu prévois que la performance, ça va plus arriver à moyen terme plutôt qu'à court terme, quoi. C'est ça. Normalement, nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que au bout de 3-4 ans, en général, ça se dénoue. C'est pas un investissement que tu fais sur un an quand tu as besoin du capital. Enfin, moi, je le déconseille. C'est pas fait pour ça. Tu le fais sur 5 ans, ça a du sens. Normalement, ça doit se dénouer avant. La volatilité du marché fait que normalement, ça doit se dénouer avant. Après, voilà, c'est toujours pareil. Il faut pas investir de l'argent dont j'ai absolument besoin, quoi. C'est un peu une règle de base. Dans un court instant, on verra l'intérêt de passer par les produits structurés plutôt que d'investir sur les sous-jacents en direct. Quel est le niveau de frais qui est prélevé sur ces produits et quelle stratégie mettre en place avec ceux-ci? À tout de suite. Est-ce que tu peux nous amener aussi vers éventuellement des anomalies des bons coups à faire avec les structurés? Quand je dis ça, c'est, enfin, tu vois, l'émetteur, comme tu dis, c'est très spécifique, à chaque contrat est spécifique, donc les gens qui construisent ça, donc dans les banques, j'imagine qu'ils ont des statisticiens assez forts. Je pense que c'est que ça. Et qu'ils ont tout sauf intérêt évidemment à perdre de l'argent, eux en tout cas, et du coup ça semble difficile pour celui à qui on offre le produit, donc l'investisseur, l'épargnant, de gagner. Mais est-ce que néanmoins il y a des moments où il y a des pertes, parce que des pertes de la banque et des gains en tout cas pour l'investisseur, qui fait que des configurations qui fait que c'est vraiment très intéressant. Là, tu as cité le cas par exemple d'une grosse chute assez radicale, assez rapide d'un indice, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Je dirais presque que tu vois, quand ça chute brutalement, là où tu me disais, est-ce qu'il vaut pas mieux acheter l'action pour reprendre toute la hausse? Ça, c'est presque mieux. Et presque le structuré, il va, par rapport à son environnement, il va être presque plus efficace dans une situation je dirais, de volatilité normale. Parce que lui, en fait, il va, tu vois, quand ça chute vraiment, à la limite, tu te dis, il vaut mieux aller prendre du risque, quoi, pour prendre la hausse. Donc, globalement, quand tu as des taux d'intérêt qui sont élevés, les structurés, c'est vraiment pas mal. Pourquoi? Parce que taux d'intérêt élevé, donc du coup l'obligation qu'ils font à l'origine, du coup c'est forcément ils la font pas au même taux. Du coup ils ont plus d'argent pour acheter des options. Du coup ils achètent plus d'options. Du coup il y a plus de rentabilité. Et je te dis ça alors que, et là tu vas me dire mais tu te contredis, mais alors que le structuré à l'origine a été créé comme une solution pour aller chercher de la rentabilité dans un environnement où les taux d'intérêt étaient bas et il y a pas si longtemps que ça. On avait des fonds euros qui étaient en dessous de 2 et que c'était compliqué, et c'était compliqué d'aller chercher de la rentabilité sur les marchés, quoi. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a été créé. Et qu'il y avait de la grosse volatilité, quand même. Et qu'il y avait quand même de la grosse volatilité. Oui, il y avait quand même de la volatilité en plus. Ce qui faisait que pour les sociétés de gestion, c'était compliqué en plus. Mais en fait, globalement, comme tu l'as dit, comme c'est un investissement qui est hyper modulable, en fait, il se prête presque à toutes les situations. Tu vois, il n'y a pas vraiment une situation où on va se dire ah ouais, non, là, il faut absolument le faire ou il faut absolument pas le faire. Et est-ce qu'il y a une différence aussi dans l'approche entre prendre la catégorie 1, tu as expliqué sur d'obligations, simplement, ou un sous-jacent plutôt action? En fait, c'est le marché, tout simplement. Là, plus tu vas avoir des taux d'intérêt qui vont être élevés, c'est mieux d'aller sur des obligations parce que forcément, des structurés obligataires. Les structurés sous-jacents actions, ils vont être bien dans un contexte où le marché il est volatile. Il est pas en mode cassage de figure, même si ça fait le boulot, mais dans le cas où on a un marché qui est très volatile, c'est très bien parce qu'en fait, toi, ce que tu as juste envie, c'est qu'en fait, le marché bouge pour que les options se réalisent. Ouais. Ouais, parce que en fait, derrière, le moteur qui va créer les revenus pour ton produit, c'est les options que vont gérer le fonds, quoi. Enfin, c'est ça. Et même si tu veux, pour aller chercher encore plus d'options et du coup de rentabilité, ce qu'ils vont souvent faire, c'est qu'à la fin, ils vont vendre des options sur l'obligation pour avoir encore plus de cash, pour pouvoir acheter plus d'options sur le marché. Qui fait que du coup, ils vont dire à la fin, en fait, ton obligation, on va te la rembourser que si le marché
ne chute pas de plus de 40 ou de 50%. S'il chute plus de 50%, on va pas te protéger. Ça va nous permettre en fait de mettre du risque dans le structuré. Donc, en mettant du risque, on va récupérer de l'argent. En récupérant de l'argent, on va aller faire ça. Et là, du coup, c'est là où ça avait un super intérêt à faire quand le marché est très très bas, parce que quand tu as un marché qui a pris moins 40 et que tu dis je fiche de valeur et je perds de l'argent si le marché fait encore 40% de baisse, tu te dis oui, par rapport à l'origine, ça ferait quand même beaucoup. Tu te dis je suis un peu à l'abri, quoi. Ah d'accord, ouais. Donc je pensais que c'était plutôt que ça avait pas vraiment d'importance que ça soit, parce que des options, ça peut être des options à l'achat ou à la vente, Ouais. et qu'il y ait de la volate, que ça soit à la hausse ou à la baisse, tu vois, qu'on soit très haut au marché aussi, tu peux aussi te dire, du coup, il y a une bonne potentialité, peut-être c'est la configuration aujourd'hui d'ailleurs, qu'il y ait des fortes volumes, mais plutôt à la baisse, parce qu'on est déjà assez haut, et ça alimente aussi des options, et si l'opérateur est intelligent et malin et bon, il va pouvoir me faire de la perf sur des chutes de marché, tu vois. Ouais. Mais tu dis que c'est plus quand même sensible, c'est plutôt si l'autre cas de figure que merde. En fait, ils prennent les deux, en fait, si tu veux. Ils vont jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire, en fait, ils vont dire, autant, on va prendre des options qui vont nous permettre, si le marché monte, d'acheter, en fait, ces actions-là à un prix pas cher. Et on va aussi, nous, s'engager à acheter cette action à un certain prix si le marché chute trop. Donc, typiquement, moi, je suis banque, je vais te faire un exemple simple. Boum. Je structure mon investissement, tu m'as mis 100, super. Je prends 75 pour acheter mon obligation qui vaudra 100. Je prends 25 et je vais dire, tiens, le sous-jacent, c'est quoi le CAC 40? C'est ça, ok. Je vais prendre 25 pour acheter des options, pour acheter du coup le CAC à une valeur, allez, on va dire 7000. Si du coup ça dépasse 7000, boum, c'est super, j'achète à 7000, je revends après, je fais de la perf. Et pour avoir encore plus de perf, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, attendez, je m'engage au niveau du marché à acheter le CAC à 4000, quoi qu'il arrive. Et donc, il y a des gens qui vont dire, OK, moi, je te le prends à 4000. Et si le marché, si en revanche, je m'engage à acheter à 4000 à la fin, c'est-à-dire qu'à la fin de mon structuré, il a une durée fixe de vie, je m'engage, moi, je me dis, je m'engage à acheter à 4000, quoi qu'il arrive. Donc, il y a des personnes en face qui, pour se couvrir contre le risque, vont le faire. Ils vont acheter, ils vont dire, OK, ça vaut pas cher, mais ils vont prendre et ils vont dire, voilà, imaginons que le marché tombe à 3000, ils vont venir me voir, ils vont me dire, tiens, tu te souviens? Et là, du coup, j'achète à 4000 et j'achète à 4000 avec mon obligation de 75 qui est devenue 100. Et du coup, là, j'achète à 4000, donc je perds de l'argent. Et après, ce qui reste est remboursé au client. Et ça permet comme ça. Après, comment ça se traduit? Mais en fait, ça se traduit quand on va te présenter l'investissement. On va te dire, bon, alors, Paco, moi, ce que je te propose, c'est un produit structuré. Donc, le sous-jacent, c'est le CAC 40. Le coupon, il est de 6% par an. Cet investissement, il dure 10 ans. Si un jour le CAC 40 dépasse la valeur à l'origine, on te rend tes 100 plus la performance pro rata par année. Si à l'inverse, pendant 10 ans, il se passe rien, là, on dira c'est fini, on sonne la fin de la récré, c'est jamais passé au-dessus. On te rend ton argent modulo que les options qu'on a vendues ou qui nous obligent à acheter se réalisent pas. C'est-à-dire modulo que le marché sur le CAC, il a pas baissé à moins de 3005, tu vois. On va dire que c'est une protection à 50% à la baisse. Je sais pas là si je suis plus clair. Oui, c'est clair, c'est la garantie, enfin c'est protection plutôt qu'une garantie en réalité. Si on est dans un certain périmètre de hausse ou de baisse par rapport au prix du démarrage du contrat, quoi. Et par rapport à ce que tu disais avant, à la réponse à une de mes questions qui était en gros, est-ce que l'opérateur, la banque, en plus du sous-jacent, elle peut les 25% en fait d'options sur un produit à 100 dont tu parles. Moi, ma crainte, c'est mais elle peut faire ce qu'elle veut, elle a les mains libres pour faire un peu n'importe quoi. Et du coup, ça me lie à la performance de la banque, ce qui est assez risqué. Et tu me disais que oui, mais elle le faisait que sur le sous-jacent que tu as choisi pour le contrat. Cela dit, ça me rassurait. Mais là maintenant, tu me dis, oui, c'est sur le sous-jacent, mais elle a quand même beaucoup de latitude pour acheter, comme tu dis, des trucs à 4000, à qui veut bien prendre. Ces options sera toujours sur le sous-jacent. De toute façon, toutes les options qu'ils vont prendre, elles vont être sur le sous-jacent et c'est indiqué. Et c'est pour ça qu'il faut bien lire le contrat pour bien le comprendre. Et c'est là où je sais pas si tu te souviens, mais tout à l'heure, je t'ai dit, oui, ça peut être un indice avec
une décote qui se met chaque année. On appelle ça un décrément. Mais en gros, c'est une décote. Et en fait, c'est la banque qui dit, on va regarder la performance de ton CAC, mais chaque année, je vais enlever 5%. C'est limite comme un jeu de société, tu vois. Il y a des règles. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre les règles du jeu. Et chaque année, je vais enlever 5%. Donc ça va augmenter ton risque. Donc ça va augmenter ta performance. Et c'est comme ça que parfois je me retrouve avec des clients qui font, Gabriel, c'est super. La banque, elle m'a proposé un investissement ou quelqu'un m'a proposé un investissement, avec 15% de rentabilité. Là, déjà, en général, quand tu arrives à 2 chiffres sur un structuré, là, faut déjà se poser des questions. C'est-à-dire, même au-dessus de 6, si t'es à 6 avec des conditions moisies, c'est que vraiment la personne en face de toi est un voleur. Enfin, on va dire en ce moment. Mais là, quand on t'annonce du 10 et tout ça, tu fais oulala, attends. Et là, il faut bien lire les conditions. Et moi, je me suis retrouvé parfois avec des clients qui m'ont présenté le sous-jacent, c'était une action. Tu vois, t'as Air Liquide, point. Et derrière, t'as une décote chaque année de 5%, voire plus dessus. Et là, tu dis, alors oui, la renta, elle est à 10 ou 12, mais en fait, votre action, elle est élevée. Il y a une décote chaque année. Il y a une parce qu'en fait, quand tu compares en fait par rapport à la valeur, tu sais que t'as figé, parce que tu regardes si c'est passé au-dessus, ton sous-jacent. Et ça va être, ça se trouve, une comparaison tous les 2 ans ou tous les 3 ans, tu vois. Donc tu fais, ok, faut faire gaffe à ça, quoi. Ouais, c'est ça aussi parce que c'est pas non seulement l'évolution du marché, enfin l'évolution du sous-jacent du contrat, c'est le moment où tu fais la photo finish, quoi, le moment où tu regardes tout à fait où est-ce qu'elle en est. Et ça, c'est critique aussi, ça peut être ouais. C'est ça, complètement. Et en fait, comme la photo finish, tu peux pas la connaître. En fait, tu peux avoir que la photo du départ. Et en fait, c'est un peu, tu sais, si tu fais la photo du départ, tu dis tiens, je me sens pas bien, je suis ballonné, j'ai de la fièvre, et puis je vais prendre une grosse mousse au chocolat. Tu dis, prends plutôt une salade, parce que je sais pas, j'ai pas la photo finish, mais c'est quand même, je le sens moins bien là. Et du coup, c'est vraiment du coup au moment où on le fait, où faut regarder quelles sont les conditions de marché. Et en fonction des conditions de marché, tu choisis le structuré qui correspond. Et tu vois, encore une fois, la décote de 5 que je te disais, si le marché est super bas, moi j'y vais, je la prends parce que je me dis ça rajoute du risque, ça rajoute de la rentabilité, le marché est déjà super bas et donc en fait les 5 ils vont être absorbés dans la remontée. Donc c'est vraiment hyper important à regarder, surtout que on pourrait se dire oui mais attends, il y a bien des il y a des valeurs un peu de marché, tu vois, on va retrouver tout le temps la même chose. Non, parce qu'en fait sur les structurés, tu peux avoir énormément de variations sur les frais qui sont pris. Et moi j'ai déjà vu des investissements qui présentaient des rentabilités quasiment du simple au double, parce qu'en fait quand tu découpes derrière les frais qui sont pris par intermédiaires, banques, autres, enfin structureurs, en fait ils ont pris beaucoup plus. Et ça, du coup, ça mange ta renta. C'est ouais. Juste avant de revenir sur les frais, typiquement le Air Liquide à décote 5%. En fait, c'est le gros risque. La grosse situation dans laquelle on peut pas se trouver, c'est-à-dire au moment où en fait la condition de sortie elle est jamais atteinte. Donc, il n'y a jamais de remboursement anticipé et t'as pas possibilité de sortir tes fonds si c'est un contrat de 10 ans pendant 10 ans. C'est ça? C'est ça. Et je peux même aller plus loin. C'est-à-dire que ton Air Liquide, imaginons qu'il est resté flat, mais qu'en fait, vu que tu prenais moins 5% par an, en fait, la valeur requise en sous-jacent, elle baisse. Et du coup, à la fin, tu vas même te retrouver, alors que tu as ton air liquide qui a pas bougé, tu vas te retrouver avec potentiellement un air liquide qui a fait moins 50% parce que tu as pris moins 5 par an. Alors que ton action, c'est pas forcément mal comporté, tu vois. Ouais, mécaniquement, tu auras moins 5 tous les ans là-dessus, quoi. C'est ça. Tu vois, typiquement, c'est pour ça que certaines actions, on va éviter, typiquement une action totale qui est hyper flat. En fait, moi, j'en veux pas parce que, en fait, si mon action totale, je la fais flat et que elle se prend, elle fait pas de volatilité, j'ai très peu de chance, j'ai moins de chances que mes performances se réalisent. Et d'ailleurs, si on prend un peu de hauteur, j'évite très fortement de faire des sous-jacents avec une action. Et j'ai le souvenir d'un structuré Renault qui sur le papier était incroyable. C'était juste avant le mariage avec Fiat. Et t'as un Carlos Ghosn qui se retrouve en prison. Et là, tu fais bon. Ouais. Fallait peut-être diversifier au final. Ouais, c'est ça. C'est que du coup, et là, tu fais heureusement qu'on s'est pas chauffé sur ce truc-là.
Mais donc ouais, faut faire attention. C'est pour ça, les petites lignes, c'est hyper important à lire et bien les comprendre. Et en fait, on voit que c'est quand même pas un fonctionnement simple. Honnêtement, moi j'ai mis quand même quelques années à bien tout comprendre. Et maintenant, en fait, comme ça devient de plus en plus populaire. Je sais pas si toi tu l'as déjà rencontré dans tes investissements, t'en as déjà parlé. Mais très clairement, moi j'ai mes clients régulièrement, on leur en propose. Je pense que les interlocuteurs ils maîtrisent pas forcément la totalité de l'investissement. Non, c'est très très compliqué et c'est très complexe aussi parce que bah comme le nom l'indique, c'est structuré, donc ça oblige à des structurations, à des choses compliquées. Donc ça veut dire des gens derrière qu'il faut payer et c'est aussi pour ça qu'il y a des frais élevés, j'imagine. Tout à fait. Tu mentionnais un peu, c'est quoi le frais moyen et les frais acceptables qu'on peut attendre sur Eh ben alors déjà avant ça, non mais je vais dire un truc qui va te choquer, c'est que en fait les frais de création de l'investissement ils sont pas toujours indiqués déjà. Et ça, l'AMF est OK avec ça, quoi. Écoute, je pense que honnêtement sur les structurés, l'AMF a été un peu perdue et les premières réglementations qu'ils ont fait dessus, c'est de dire bon, mettez pas trop de mécanismes compliqués dedans. Du coup, ils ont dit d'accord, mais ils ont compliqué les sous-jacents. Parce que du coup, ils ont alors attends, on va faire un truc avec des décotes de 5%, on va rajouter une comparaison avec un indice de je sais pas où. Tu fais OK. Donc au final, en vrai, c'est à partir d'un bon sentiment, mais je suis pas sûr qu'ils aient vraiment atteint leur objectif. Et donc là, tu vois, donc ça. Les frais de la banque, alors je les vois de plus en plus indiqués. Ils peuvent varier en gros de 8, enfin de la banque, du structureur, qui souvent est une banque, on peut pas dire même je crois tout le temps, ils peuvent varier en gros de 8 à 15 quoi. Ah ouais. Ouais. Attends, c'est pas fini. Parce qu'après, tu rajoutes les frais du conseiller, enfin de la personne qui est en face de toi, et là, ça peut varier de 2 à 8. Cela, normalement, l'AMF, elle indique qu'ils sont obligés d'indiquer les frais qu'ils prennent. Honnêtement, on reçoit tous des paquets comme ça de DocuSign à signer. Voilà. Je sais pas si tu lis toutes les lignes, mais voilà. Et après, et c'est là où il faut faire attention, c'est sur quoi ton structuré il est hébergé. Parce que si c'est sur une assurance vie qui va prendre 1% de frais d'administration, qui vont eux aussi reprendre des frais pour le référencier de 1 ou 2, tu vois qu'à la fin, la note, elle commence à faire saler. Donc moi, ce que je fais, c'est que je commence pas à regarder les frais qu'il y a dans le structuré quand on m'en présente. Je regarde en fait tout simplement, je comprends le mécanisme, comment ça fonctionne, et est-ce que la rentabilité me paraît correcte par rapport au risque qu'il y a en face. Oui, je me dis OK, donc je pense que c'est OK. Non, je sais, il y a un souci quelque part, quoi. Mais tu le dis, les frais, non seulement ils sont pas affichés sur l'opération, la structuration, ils sont pas forcément tout le temps affichés sur le prospectus. Ouais, mais en plus de ça, il y a des frais qui sont dans la distribution et dans le dépôt aussi, dans ton assurance vie. Quand se font les ponctions au fil, en fait. T'as toute la ponction sur la création de l'investissement, donc qui se fait dès le début. Donc celle-là, elle est faite. Les frais du conseiller, tu vas les avoir indiqués. Hein. C'est plus les frais du structureur que tu verras pas. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est compliqué pour eux de les mettre parce que c'est comme si je te disais, tu vas acheter un gigot et il faut que le boucher il indique c'est quoi ses frais de fonctionnement dessus. C'est même pour eux, je pense que c'est pas si simple que ça à chiffrer. Enfin bon, je pense qu'ils ont quand même des éléments en interne et on le voit. Et après donc, t'as les frais à l'origine pour la construction de l'investissement et après t'as les frais de ce qui va héberger l'investissement. Et donc tu vas avoir potentiellement des frais qui seront tout à fait acceptables et tu vas potentiellement avoir si c'est dans une assurance vie classique, tu vas avoir l'assureur qui va dire attendez, moi pour que ce soit inscrit dans mes comptes, il faut que je l'inscrive. Boum, je prends une petite dîme de 2% et puis après chaque année je vais prendre donc les deux là, tu les vois pas. Ils sont ils se rajoutent en fait, ils sont dans la construction de l'investissement et après il dit chaque année écoutez pour l'héberger je prends des frais qui vont être de 1. C'est pour ça que, tu vois, nous, quand on le fait, on choisit le structuré aussi en fonction du support. Parce qu'en fait, l'assureur, faut se mettre aussi 30 secondes à sa place.
Alors, je parlais de l'assurance vie, ça peut être sur un compte titre, sur d'autres choses. Mais en fait, l'assureur, lui, tu vas avoir quelqu'un qui va arriver, qui va lui dire, attends, j'ai envie que tu m'inscrives donc dans tes comptes, que tu achètes un structuré pour l'héberger sur l'assurance vie. J'ai envie que tu le fasses pour 100 000 euros. Il va dire, ah, t'es gentil, ça me coûte super cher pour 100 000 euros. J'ai envie que tu le fasses pour 10 millions. Il va dire, ah, là, c'est pas la même. Et là, du coup, les frais de la banque, de l'assureur, pardon, vont être beaucoup plus faibles. Ouais, et puis c'est ce qui garantit aussi la liquidité. A priori, à n'importe quel moment, tu peux retirer tes fonds, quoi. Tout à fait. Et là-dessus, il y a un marché, les structurés, ils se vendent. Et moi, à date, en tout cas, je n'ai pas connu de structurés qui ne se vendaient pas quand on voulait les vendre. Mmh. Peu importe le structureur. Peu importe le structureur. En général, ce qui se passe, c'est que c'est la banque la banque qui l'a structuré, qui dit, moi, en fait, je le reprends en fonction des conditions de marché. Ils te le reprennent pas à la valeur d'origine. Si t'as acheté avec un sous-jacent CAC 40, que t'es en plein Covid, que tout a baissé, il te dit pas, je te le rachète à la valeur que t'as mis à l'origine. Il va te le racheter plus bas. Mais ça, du coup, c'est défini contractuellement ou c'est toujours possible? C'est une sorte de remboursement anticipé, finalement. C'est pas alors c'est indiqué que c'est liquide. Après, si tu veux, c'est comme les actions. Tant que t'as un acheteur, c'est vendu. Et à date, t'en as, parce qu'en fait, la banque, si tu veux, ça va pas forcément beaucoup la gêner, parce que en fait, elle va récupérer, en fait, elle, c'est tout à fait une obligation chez elle. Elle clôture en amont le sujet en fonction des conditions de marché. Donc, si tu veux, elle est au part, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, en fait, que t'as acheté haut, tu vends bas, ou que tu vends haut. En fait, elle s'en fiche, c'est les conditions de marché qui sont là. Donc, le sous-jacent, c'est des produits financiers, donc ils existent toujours. Donc, au final, ça lui permet de récupérer des produits financiers à une valeur de marché, quoi. Ouais, puis en fait, elle se fiche à qui elle va donner la valeur, en fait, derrière. C'est surtout au niveau de la structuration, les conditions qu'elle leur a mis dedans qui vont importer. Après, le porteur, c'est un peu comme un porteur d'une obligation, en fait, peu importe c'est ça. Son identité, quoi. C'est ça. Ok. Bon, mais si on veut être pragmatique, tu m'as parlé de 8 à 15% sur la structuration en termes de frais, de 2 à 6 pour les conseillers, puis après l'assureur. Du coup, en gros, il faut prévoir et compter sur quel pourcentage de frais. C'est quoi ce qui se fait, ce qui est correct? Globalement, les banques, le structureur, il va plutôt être entre 8-10. Tu vois, c'est ok, parce que il faut quand même qu'il achète, qu'il ait les accès au marché, qu'il ainsi de suite, patati patata. Après, t'as le conseiller, il va être entre 2 et 4. Au-dessus de 4, faut quand même le justifier, tu vois. Je trouve que c'est beaucoup. Tu vois, nous, pour te donner une idée, on est à 3,5 en moyenne, je crois. Donc 3, je crois, 3. 2, c'est vraiment faible pour le coup. Et après, voilà, c'est ça en fait les principaux. C'est-à-dire que globalement, si t'es dans ce schéma-là de frais, c'est pas déconnant. Ça veut quand même dire que tu mets 100, a priori, c'est comme si tu mettais 85 en réalité. Tu reçois au moment T, si jamais tu vers sans performance, voilà, tu démarres pas à 100, tu démarres à 85. Tout à fait. Ah ouais, non, tout à fait. Tu te retrouves quasiment avec les frais en fait que t'as sur de l'immobilier au final. Okay. Oui, d'accord, frais de notaire, tu veux dire. Ouais, okay. Ouais, notaire, agent IMO. Ok. Ouais, donc c'est bon, voilà. Faut y aller du coup pour des trucs quand même où on pense que ça va performer, quoi. C'est ça, mais si tu veux, ce qui est intéressant, tu vois, si je le compare par exemple par rapport à un fonds, parce que c'est toujours intéressant de le comparer par rapport à un fonds d'unité de compte en gestion active. Alors pas le fonds euro, on va plutôt prendre un fonds d'investi en grande capi. Tu vois, ce fonds, il va prendre 2% en interne que tu vois pas chaque année à l'intérieur du fonds. 2% chaque année, ça fait vite beaucoup. Et tu rajoutes à ça l'hébergeur qui va prendre facilement 1. Et pour peu que tu aies un gérant qui va prendre à nouveau 0,5 ou 0,7, en fait, tu te retrouves assez rapidement à un ticket qui est quasiment à 4 par an. Tu vois, ça se rattrape vite en fait. Et tel que tu le dis, j'ai l'impression du coup que là, il y a plutôt un intérêt à être court-termiste sur les produits structurés, mais tu disais pas forcément il fallait ces 3-4 années. Enfin, en moyenne, c'est parce que
anticipe que, enfin, ce qui est intéressant, c'est justement la récurrence des coupons au moment de la réalisation de la condition. Si elle arrive 2-3 ans après, c'est ça qui fait que tu vas vraiment faire la perf. Bah, en fait, honnêtement, sur un structuré, le meilleur des coups que tu peux faire, enfin, ça dépend en fait. J'allais dire un peu une bêtise. Je vais redire un peu la même chose. Ça dépend comment évolue le marché. Parce qu'en fait, un investissement que t'as fait, un structuré que t'as fait il y a un an, quand t'avais les taux d'intérêt qui étaient, enfin ils sont toujours hauts, mais je veux dire quand t'avais le marché en plus qui était stressé, donc qui du coup vendait plus cher, tu t'es retrouvé à figer des coupons hyper hauts. Et moi, je ne souhaite qu'une seule chose à mes clients, c'est que ça se dénoue l'avant-dernière année. Et jamais avant, parce que là ils vont prendre 9 ans de coupons. À l'inverse, si tes conditions elles évoluent dans l'autre sens, bah t'as plutôt intérêt à récupérer vite ton argent pour aller investir sur quelque chose qui est plus rentable. Après moi après en règle générale, les structurés ont quand même une perf qui est plutôt élevée en récurrente par rapport à ce qui se fait. C'est plus élevé en général que ce que tu vas trouver à côté. Ça, c'est le point 1. Et après, moi, ce que j'observe, c'est qu'en règle générale, les conditions de marché, l'évolution de ton sous-jacent, elle se réalise au bout de 3-4 ans. J'ai rarement vu, j'en ai vu, hein, mais la plupart du temps, les structurés se dénouent au bout de 3-4 ans. Tu vois, ça fait 11 ans que j'en fais, que j'en vois. C'est rare qu'ils se réalisent pas au bout de 3-4 ans, quoi. J'ai du mal à mettre à la place aussi de celui qui fabrique ce type de produit. Est-ce que c'est l'intérêt qu'il y trouve? Et après, ouais, chaque on va dire, idée est différente, chaque initiative est différente, mais comme tu dis, enfin, si t'es à un niveau très bas, en fait, celui qui va structurer le produit, il va le savoir qu'il y a des grosses chances que ça remonte, par exemple, tu vois, sur ce scénario-là. Donc, il va construire le produit de manière à ce que la condition à remplir va pas être trop atteignable rapidement, parce que sinon, il y a ça aussi, tu vois. Ben oui et non en fait, parce que si tu réalises tes conditions de marché, donc lui déjà forcément il a gagné à l'origine, mais du coup il y a du cash qui revient et qui potentiellement est réinvesti chez lui. Ah, il y a ça aussi, il y a la rotation, parce qu'à chaque fois il y a un ticket de frais qui rentre, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait même tu veux je te dise un truc qui du coup est presque, c'est que dernièrement il valait mieux faire de l'obligataire et j'étais surpris parce que quand je voyais mes clients leur proposer des investissements à côté, bah c'était pas de l'obligataire. J'étais un peu surpris, je comprenais pas. Puis en fait, je discute et tout avec des brokers, avec des structureurs, et ils me disent, bah, Gabriel, la banque elle intéresse que ce soit remboursé pour qu'on en refasse un. Donc on n'a aucun intérêt à faire des obligations qui vont aller jusqu'au bout, et il vaut mieux qu'on ait des sous-jacents actions qui peuvent se dénouer avant, parce que du coup ça refait un coup de machine à laver. Yes, ok. Il faut que ça soit contre-intuitif. Hein. Ouais. Il faut que ça soit pour l'épargnant intéressant aussi pour lui, ouais. Pas que ça soit juste. Enfin, il faut que la perf soit telle que elle peut absorber les 10-15% de frais one shot qu'elle va. C'est ça. Ben en fait ça toi tu le sais pas en fait. Et après quand ils vont te le structurer, ils vont dire ce que tu disais, c'est que tu vas te retrouver avec des rentas à 6-7 et en fait on va te dire t'as 6-7 de renta sur un truc avec une protection partielle. Bah, par rapport à ce qu'il y a d'autres sur le marché, honnêtement, c'est ce qu'il y a de mieux en termes de rapport risque-rentabilité en fait. Et pour tu me posais la question et j'ai sur c'est quoi l'intérêt pour celui qui le fait. Bah il y a l'intérêt effectivement, tu le fais, t'as des frais, mais bon, il peut faire d'autres choses. Hein. Il y a un intérêt, c'est d'avoir du cash de l'épargnant sous une autre forme. C'est-à-dire que là, si tu présentes quelque chose d'autre, quelque chose qui est nouveau, qui est pas forcément connu, avec des perfs qui sont à 6-7, tu te retrouves pas avec des clients où après tu dois expliquer chaque année pourquoi le marché il a fait ci, il a fait ça, puisqu'en fait une fois que c'est figé, c'est parti. Et puis pour reprendre sur les fonds, tu vois, tu fais ton fonds. Donc je t'ai dit, il y a 2% dans le fond, il y a 1% pour en gros l'assureur, la société de gestion. Mais en fait, regarde ce qui revient réellement à la banque. Et en fait, la banque, elle se retrouve avec quoi? Allez, avec les frais administratifs, avec les frais de gestion du gérant. Les 2%, il y en a un petit bout pour elle, mais elle va se retrouver avec 2. Là, elle le fait, elle prend 8, et t'as quand même de fortes chances que dans 3-4 ans, il le refasse. Et en plus, c'est 8 dès le début. Donc, tu vois, en termes de fonds propres et tout ça, c'est quand même hyper intéressant pour eux de le faire. Mais d'accord que sur
que il y a, comment dire, elle a pas la liberté, le structureur, de collecter cet argent pour d'autres choses que de la placer sur le sous-jacent que tu as choisi toi dans le contrat, ou éventuellement utiliser les options à l'achat à la revente sur ce même sous-jacent. Elle peut pas aller investir en bourse ou... Non, elle peut pas, mais en revanche, oublie pas une chose, c'est que quand je fais 100 que je mets à la banque, il y en a 25 qui vont me servir à acheter des options, il y en a 75, c'est un prêt à la banque. Donc elle se retrouve avec 75 de cash. Bah, je fais un prêt, il y a une obligation à l'origine. Oui, c'est vrai, d'accord. Oui, donc c'est pas du tout juste... ok. Oui, c'est elle qui emprunte. Donc c'est elle l'emprunteur. Elle te sert un rendement qu'elle a défini contractuellement, mais l'argent qui va rentrer, elle en fait ce qu'elle veut. Bah c'est ça. En fait, c'est comme si toi tu me prêtes 100 et que moi je te dis bah attends, ce que je te propose c'est que tu me prêtes 75 et je te rembourse 100 à la fin, mais je te verse pas d'intérêt pendant toute la durée, in fine. Et tu vas me dire ok. Bon, alors moi, j'ai récupéré ça. Bon, faut que je fasse. Je me suis engagé sur un sous-jacent, donc je vais en utiliser une partie pour ça. Et le reste, tu m'as fait un prêt, j'en fais ce que je veux. Ouais, donc c'est de la collecte, comme le font pour les CPI notamment. Il faut collecter et puis après on va investir ce qu'on a collecté, quoi. C'est un peu le risque aussi, quoi. Alors, en fait, là, le risque il est au niveau banque, quoi. C'est après, est-ce que ma banque elle va se casser la figure parce qu'elle a fait des mauvais investissements au niveau de l'ensemble de la banque? Alors ils font pas parce qu'après c'est c'est à la banque que t'as prêté. Donc après c'est la banque comment elle utilise cet argent. Et là où tu vois dernièrement ils faisaient des structurés à capital 100% garanti. Ils disaient on garantit 100% et on vous rémunère 4% par an. Il y en a eu beaucoup qui sont arrivés dernièrement. On fait mais pourquoi ils font ça? En fait tu fais tout simplement vous avez vu les taux d'intérêt de la BCE. Les banques, ça leur coûtait cher de se refinancer auprès de la BCE, donc c'était un moyen de se refinancer auprès du public. Et ils ont complètement raison de faire ça, et tout le monde était très content. Je veux dire, toi, t'étais content d'avoir ton investissement à capital garanti qui était à 4% par an. La banque, elle était contente d'aller récupérer auprès de toi un taux plus faible qu'elle allait emprunter à la BCE plus cher. Et eux, du coup, ça leur permettait de se refinancer pour après avoir un meilleur ratio pour prêter, ou ainsi de suite. Donc il y a un côté vertueux à tout ça, quoi. C'est pas que là-dessus tout le monde est gagnant parce qu'on passe en fait directement par l'épargnant, quoi, sans lui vendre une obligation de la banque, mais en lui disant attends, on va te vendre une obligation mais qui quand même un petit peu spéciale, quoi. Un petit peu plus sexy, quoi. Un peu plus sexy. En fait, au lieu de te verser des intérêts, on va les placer tes intérêts. En gros, c'est ça l'idée. Et nous psychologiquement, même si ça revient au même que de récupérer directement l'argent et moi de le placer, psychologiquement on préfère, mais tu vois, on pourrait faire le calcul, se dire, est-ce qu'il vaut mieux que je prenne une obligation, que je récupère les coupons de la banque et qu'à moi-même, j'aille acheter sur les marchés, ou que, en fait, ce soit la banque qui me vende la solution tout packagée. C'est ça, hein. Ouais, c'est le coût de la fainéantise, quoi. Un peu. C'est qu'il y a quelqu'un qui s'embête de faire tout ça. Et qu'après, on va pas se mentir, c'est ta banque quand elle achète des paquets d'options ou, tout ça, elle les achète pas pareil que toi, elle a pas les mêmes canaux, c'est pas les mêmes analyses, tout est différent. D'ailleurs, quand on contracte, une fois qu'on a contracté, comment on suit le truc, en fait? On reçoit directement une notification de la banque au moment de la réalisation ou non de la condition? Il y a des trucs à regarder ou est-ce que c'est vraiment complètement passif? Honnêtement, il y a rien à regarder. Après, ta ligne, elle va être, en fait, ta ligne, elle va être détenue, par un compte bancaire ou assurance. Donc dessus, tu as la valorisation. Donc ils vont contrer la valorisation de ton investissement. Et le jour où ça se réalise, boum, t'as l'argent, mais non, t'as pas de SMS, de papier, rien. C'est assez, c'est ok. C'est pas, en vrai, c'est pas. Et là-dessus, ils communiquent pas beaucoup en te disant c'est super, t'as été remboursé, t'as gagné de l'argent. À qui tu penses que ça s'adresse du coup les produits structurés alors? Honnêtement, alors ça s'adresse plutôt à des personnes qui ont envie de placer de l'argent. C'est de l'argent dont ils n'ont pas besoin pour vivre, ils n'ont pas un projet avec cet argent. Ils veulent le capitaliser pour leur retraite. Qui n'ont pas forcément envie d'aller sur les marchés directement en action parce que ils en ont déjà, qu'ils ont envie de faire autre chose ou qu'ils n'ont pas envie d'être full risque dessus. Pour te donner une idée quand même, hein, tu vois le risque il est chiffré de 1 à 7. Sur des actions, on est à 7. Sur des structurés, on peut être à 3, 4. Donc tu vois, pour le coup, tu vois que l'AMF quand même, dans sa manière d'analyser les choses, elle trouve que c'est quand même beaucoup moins volatile et risqué. Donc, t'as déjà fait des actions où t'as pas envie d'aller là-dessus parce que tu trouves ça trop volatile, ça te stresse, voilà.
t'as de l'argent que tu veux investir, bah les structurés, c'est parfait. Et t'as pas non plus envie d'être en fonds euros parce que t'as envie d'avoir un peu de renta, bah les fonds euros, c'est très bien. Ces mesures de risque là pour donner la note de 3, elle est basée sur quel horizon de données statistiques historiques, si on le sait ou... Écoute, je l'ai su. Là, je l'ai pas, et donc je vais dire une bêtise. Mais voilà. Je sais Mais a que priori, pas plus que quand ce produit a été créé, donc on n'a pas une historique non plus gigantesque, quoi. Non, mais ils vont regarder. En fait, le sous-jacent, lui, il existait avant. Donc en fait, même si lui le produit n'existait pas, tous les sous-jacents ils existaient. En fait, tu sais, c'est un peu comme une bouillabaisse quoi. Tu prends tous les produits qu'il y avait déjà dans tous les restes. Je suis désolé, c'était une blague. Hein. Je veux pas me faire attaquer. Ouais. Donc tu prends tout ce que t'as dans la cuisine, tu les mets ensemble et puis voilà. Donc c'était connu. Il y avait du poisson, on sait quel goût ça. Et il y a d'autres types, on sait quel goût a chaque ingrédient. Donc quand tu les mixes, bah en fait tu peux savoir quel est ton niveau de risque quoi. Et en fait souvent ça va être quoi ? Ça va être l'obligation de la banque corrige le niveau de risque sur l'obligation de la banque puisqu'en fait c'est ça le point le plus important, corriger potentiellement des éventuelles options, tu sais, d'engagement où ils se sont dit bah nous on va acheter à tel prix si le marché baisse quoi. Et du côté perf, est-ce qu'on a des données qui permettent d'appuyer le fait que ça soit meilleur, moins bon, en moyenne, encore une fois, que des fonds Tu vois, parce qu'on dit souvent entre gestion active ou passive, notamment, que voilà, la gestion passive gagne statistiquement. Est-ce qu'on a ce genre de données pour comparer ? Ouais, on l'a. En gros, sur de la gestion que en structuré. Je te dis ça, nous, sur le track record qu'on a sur quasi plus de 10 ans. Tu vas te retrouver avec du 5-6 net de frais, net de tout, dans ta poche par an. En gros, c'est ça qu'il faut viser. Quand tu dis net de tout, tu inclus la fiscalité aussi que tu... Non, hors fiscalité, pardon. Ouais, ok. Après, la fiscalité, tout dépend sur quel support c'est. Donc, c'est toujours un peu compliqué à chiffrer. Mais globalement, tu vas être sur ça, sur du 6-7. Allez, pour prendre une fourchette vraiment large, 5-7. Si ta gestion nette de frais, si ta gestion structurée, elle fait moins de 5, bah, il y a peut-être un sujet, tu vois. Si elle fait plus de 7, il y a aussi un sujet. C'est-à-dire que c'est quoi le niveau de risque que tu as pris dessus, ou que tu as fait ça à un moment où c'était vraiment le bon moment de le faire, tu as des effets de marché qui font que, là, nickel. Et du coup, si tu te dis, bah, je vais faire allez, je vais faire 5 sur du structuré, tu vois, je prends le bas, et que en gestion passive action, je vais être à quoi? 7 net de frais, c'est ça qu'on dit? 6-7 net de frais? Le différentiel, tu vois, il est pas si grand pour une volatilité, un risque est quand même pas le même, quoi. Ouais, donc c'est pas le même stress, tu gagnes quand même à prendre du structuré, pas parce que facialement sur la perf tu vas être supérieur, mais parce que sur le scénario plutôt pessimiste où ça se casse la gueule, tu es beaucoup mieux, quoi. En fait, c'est le structuré, il est bien pour ton état de santé, pour ton niveau de stress. Non mais tous ceux qui ont fait des actions savent que quand on a beau dire oui, tant que t'as pas vendu, t'as pas perdu. Moi quand j'ai vu mon compte quand il y avait le Covid, la guerre en Ukraine, quand j'ai vu mon compte titre, bon, j'ai pas hyper bien dormi. Quand même, il y a quand même une nuit où t'es un peu bon. Tu fais OK. Donc là, avec les structurés, la réalité c'est que OK, il y a les sous-jacents, mais en fait, t'as des protections à la baisse qui sont quand même souvent très très basses. Et puis derrière, faut que la banque fasse faillite vraiment pour perdre, ou qu'elle soit, enfin, qu'elle a ce qu'on appelle un événement de crédit, hein, pour être précis. Si une grosse banque a un événement de crédit, on aura d'autres sujets. Ce qui est arrivé, hein, quand même, on tient à le dire, quoi. Mais ouais, alors quand je te dis grosse, c'est vraiment très grosse. Mais oui, c'est arrivé. Enfin, c'est arrivé sur qui dernièrement? Non, mais je pensais, en 2008. Ah oui. Tu vois, non, ça arrive pas non plus tout le temps, mais oui. Il y a un risque de contrepartie dans tous les cas, et voilà, faut en tenir compte, quoi. C'est ça, c'est pas zéro, de toute façon, c'est jamais zéro. Mais oui, en 2008, c'est arrivé, Lehman Brothers faillite, on l'a bien senti passer, clairement. Voilà. Il y a eu dernièrement Crédit Suisse. Crédit Suisse, il y a eu un peu d'inquiétude. Au final, ça a été récupéré par, j'ai perdu son nom, et qui a récupéré et qui s'est engagé à
conserver tous les engagements qu'ils avaient pris sur des structurés. Ouais. Ok, non, c'est intéressant, franchement. Est-ce que tu peux citer pour toi, on va dire les cadors du marché, peut-être les structureurs qu'il faut regarder, des produits qui sont peut-être sympas. Je regardais récemment, il y avait Linksea qui faisait des trucs. Ouais. Alors en fait, tu vas avoir deux types de personnes. T'as les structureurs, donc celui qui construit vraiment, et après t'as ce qu'on va appeler le broker, qui va être en fait la personne qui va faire solliciter, qui va être le fournisseur, quoi. Enfin le supermarché plutôt. Et derrière t'as les fournisseurs qui sont les différentes banques. Donc en général, tu vas pas directement auprès de la banque, les structureurs, récupérer ton structuré. Soit tu as ton conseiller bancaire qui va te présenter ce qu'on lui a dit de présenter, et on va pas vraiment te laisser beaucoup de choix en fait. Donc si tu veux vraiment choisir, faire un appel d'offres au marché, voilà. Tu peux avoir des trucs bien parfois, mais c'est plus compliqué. Après, tu as les brokers. Donc Linksea, tu vas avoir Equiteam, qui sont dans les bons. T'en as plusieurs. Et après, la question, c'est qui sollicite le broker. Soit c'est toi qui vas y aller directement. En tant qu'épargnant, y aller directement, en général, ils vont te réorienter vers un conseiller en gestion de patrimoine parce que eux, en fait, ils préfèrent négocier directement avec un conseiller, dire, nous, on arrive, on peut te moi, j'allais voir le broker. Je vais lui dire, écoute, les conditions de marché en ce moment, je les trouve comme ça. J'aimerais un structuré qui fasse ça. Lui, il va faire l'appel d'offres au niveau du marché. Alors, c'est un échange. Il va me dire, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Il va faire l'appel d'offres au niveau du marché. Il va me dire, écoute, Gabriel, ce que j'ai pu trouver de mieux qui correspond à ta demande, c'est ça. Et moi, je vais lui dire, OK, go. Je pense que je vais avoir plein de clients intéressés. Et du coup, après, moi, j'en parle avec mes clients. Alors que si tu vas voir le broker directement, si tu veux, il a une personne à gérer. Même lui, en fait, ses frais, du coup, ça sera pas les mêmes parce qu'en fait, ça lui prend pas le même temps que d'aller changer directement avec un distributeur. Donc, il y en a qui le font, qui font au détail, mais du coup, tu choisis pas vraiment. Tu vois, ils vont te dire c'est ça, tu prends ou tu prends pas. Et après, tu vas pouvoir souscrire directement. Si tu veux vraiment pouvoir avoir choisir la chose qui te correspond le mieux, qui a un peu d'analyse de marché derrière, le mieux, c'est de passer par un conseiller, quoi. Ouais, faut bien quand même justifier les 3-5% de frais supplémentaires du CGP. Il y a clairement après en fait la réalité c'est que si tu passes directement par le broker ou par la banque, il va y avoir les 3-5 parce qu'en fait le conseiller, il a le temps du coup de vente, d'échange, tous les papiers, le réglementaire, en fait c'est ça qui pèse. Parce que en tant que conseiller, tu as une obligation d'expliquer clairement les choses et de s'assurer que le client a compris. Donc, si tu veux, le broker, il joue ce rôle-là et il prend ses frais associés à ça. Si c'est lui qui le fait en direct, oui. Ok. Clairement. Tu peux pas couper à ça finalement. Donc autant passer par. Okay. Non, tu peux pas. C'est comme tu parlais des SCPI, c'est un bon exemple. SCPI que t'ailles les acheter directement ou que tu passes par un conseiller, en fait, tu vas avoir les mêmes frais. On peut appeler ça des frais commerciaux parce que ça rémunère ça en fait, qui vont être associés, quoi. Je vois. Ok. Est-ce qu'il y a des ressources que tu pourrais indiquer pour aller plus loin dans le thème qu'on vient de voir aujourd'hui? Alors, c'est un sujet où il y a peu d'écrits, honnêtement. Moi, je sais que quand j'ai commencé à bosser le sujet, j'ai retrouvé assez peu. Il y a eu peu de livres qui ont été écrits dessus. Celui que je recommande, honnêtement, c'est parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais je gagne pas ma vie avec ça, hein, clairement pas. C'est le livre sur la gestion de patrimoine qui a été fait avec Dauphine. Je vais te redonner l'intitulé exact de son nom. Et je trouve que c'est vraiment celui qui va t'expliquer le mieux, parce qu'après, sinon, il faut composer avec les brochures de l'AMF. Moi, je les ai toutes parcourues, toutes lues, mais ça va être très axé réglementaire, ça va être très technique. Donc, je trouve que pour creuser le sujet, c'est pas terrible. Et après, sinon, en fait, c'est ton conseiller. C'est la première chose qu'il faut lire. De toute façon, ça va être la brochure qu'on va te donner sur l'investissement. Il faut la lire et la comprendre. Normalement, ils ont l'obligation de tout expliquer. Enfin, c'est pas normalement, ils ont l'obligation de tout expliquer clairement dedans. Donc, c'est quand même assez complet.
Ok, bon, bah écoute, on mettra de toute façon le titre dans les notes de l'épisode, on mettra le titre de l'ouvrage. C'est gentil, ça m'évite de devoir le temps que je trouve. T'inquiète pas, on le mettra ça dans les notes directement. Eh ben c'est cool, Gabriel, merci beaucoup. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver en fait? C'est quoi tes canaux principaux? Alors, il y a un petit café que j'aime bien. Plus sérieusement, on peut me retrouver souvent Café de la Place. Ah voilà, c'est bien ça. Entre 18h et j'aurai un chapeau noir. Parfait. J'aurai une rose à la main. On est le lendemain de la Saint-Valentin. Non, mais sur Internet, Culture Patrimoine. De toute façon, Culture Patrimoine, il y a nos adresses mail, le numéro de téléphone. Et sinon, directement, il y a mon profil dessus, Gabriel Outers, c'est mon adresse mail, gabriel.outers, O-U-T-E-R-S, @culturepatrimoine, tout attaché, .fr. Pas culture et patrimoine. C'est culture patrimoine sans et. On voit qu'il y a déjà des gens qui ont fait l'erreur. Ouais, et c'est surtout qu'en plus, même philosophiquement, tu vois, c'est notre boîte, c'est la culture du patrimoine. En fait, on sépare pas les deux. On fait pas du patrimoine et du culturel. C'est notre vocation, c'est de diffuser la culture du patrimoine. Donc en fait, si tu rajoutes et ça change même en fait la boîte. C'est ça. Ouais, non, il faut pas se planter, quoi. En termes de marketing, il y a des trucs à faire. C'est ça. Cool, merci beaucoup, Gabriel. Merci, je te souhaite une bonne journée. À toi aussi, à plus, ciao.